Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un brillant écrivain. Il est installé au Sénégal depuis quelques années. Il parcourt le monde entier avec son livre Obscure Époque. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Kémy Séba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. Alors, vous vivez à Bruxelles en ce moment. Donc, vous êtes entre le Sénégal et la Bruxelles. Vous êtes venu exprès pour nous à Versailles aujourd'hui. Donc, on vous remercie d'avoir fait ce déplacement. Le plaisir est pour moi. Alors, on va rentrer dans le vif. Je précise juste qu'en fait, je suis 70%, 65% du temps à Dakar et l'autre partie du temps quand même à Bruxelles, parce que j'ai une partie de ma famille qui est à Dakar et l'autre à Bruxelles. Donc, je navigue entre les deux eaux. Ça me permet de faire des conférences et de travailler sur le continent africain, mais aussi dans la diaspora. Très bien. Voilà. Tout d'abord, par les Caraïbes. Est-ce que vous connaissez un peu les Caraïbes? Je connais les Caraïbes par le biais des livres. Oui. Parce que ce qui m'a fait rentrer dans la cause noire plus que jamais lorsque j'étais jeune, c'était évidemment la négritude. C'était des entités comme telles que Léon Gontran Damas, telles que Aimé Césaire. C'était l'histoire, si on veut aller plus loin, de personnes comme Dessalines, comme Boukman Bouti, comme Macandal, comme Toussaint Louverture évidemment. Et donc le rapport que j'ai à la Caraïbe est un rapport charnel. C'est quand j'entends Manuel Valls dire que certaines communautés sont l'avant-garde de la République, moi je dirais que les Caraïbes, c'est le phare du peuple noir plus que jamais. Parce que c'est une partie de notre peuple qui a été kidnappée sur la terre-mère et qui a été confrontée en premier à cette oppression brutale, inhumaine, bestiale. Et pour nous, si les Caraïbes ne se lèvent pas, en tout cas du moins sans les Caraïbes, l'Afrique n'est rien. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'on a besoin de ce centre de gravité-là que représentent les Caraïbes. On a besoin de la grandeur de notre peuple là-bas, du génie créatif de notre peuple là-bas, qui a été capable, malgré l'ostracisation qu'il a connue, qui a été capable de se recréer, qui a été capable de se reconstruire et de devenir une entité, à mes yeux, indestructible, malgré tous les ravages que le colonialisme moderne essaye d'apposer à nos populations là-bas. Je suis profondément admiratif des Caraïbes et j'ai envie, en guise de dernière précision, de préciser aussi de rappeler que quand je suis arrivé en banlieue parisienne lorsque j'étais plus jeune, les premiers frères et sœurs avec lesquels j'ai sympathisé, c'était des frères et des sœurs des Caraïbes. Donc mes premiers amours, c'était les Caraïbéennes. Mes premiers meilleurs amis, c'était des frères installés là-bas. C'est une partie de moi. Je n'éloigne pas les Caraïbes de l'Afrique. Pour moi, c'est simplement une extension. J'irai même peut-être plus loin. Ça peut et ça se doit, tôt ou tard, de devenir même un centre de gravité. Très bien. Voilà. Alors, justement, vous disiez que vous avez beaucoup fréquenté des Caraïbéens arrivés en métropole. Quelle relation avez-vous avec eux? Parce que eux ne se reconnaissaient pas aussi totalement dans la société. Et vous, en étant africain, c'est à peu près les mêmes problématiques, mais vécues différemment. Alors je dirais, ma soeur, que pour les gens de notre génération, de la trentaine on va dire, hein, en ce qui me concerne en tout cas, cette question liée à l'Africain ou l'Antillais, en tout cas en banlieue parisienne, en métropole comme il le dit, j'aime pas trop ce terme, mais bon bref, n'avait pas trop d'incidence, on était tous des afro-descendants. Il n'y avait pas de Guada d'un côté, Sénégalais, Béninois de l'autre. À partir du moment où on s'habillait de la même façon, on était noirs, on était contrôlés de la même façon par la police, on était traités de sales nègres lorsqu'on se faisait jeter de tel ou tel endroit. Il n'y avait pas de divergence ou de différence en ce qui concerne nos coutumes. Bien sûr qu'on représentait, lorsqu'on faisait nos freestyles de rap, quand on était plus jeunes, certains représentaient, c'était Guadada, d'autres c'était Madinina, etc. Moi, c'était l'Afrique et les Antilles. J'ai jamais été dans une démarche de faire une scission entre les deux mondes. Et je n'ai jamais ressenti, parce que j'ai aussi su m'intégrer, je pense, dans ce milieu-là, je n'ai jamais ressenti une exclusion, à titre personnel, hein, je ne fais pas de mon exemple personnel une généralité, mais je n'ai jamais ressenti d'exclusion au sein du milieu afro-caribéen de ma personne, parce que mes parents seraient nés en Afrique sur la terre-mère. Pour moi, de toute façon, qu'on soit né à l'extérieur ou à domicile, on est tous issus du même peuple, de la même entité. Et dans notre génération, ces problématiques, à mon sens, existent beaucoup moins. Voilà.
Après, ça ne veut pas dire qu'il faille gommer les particularismes. Je pense que la Guadeloupe, la Martinique ont leurs spécificités, comme le Sénégal, la Guinée. Entre la Guinée et le Sénégal, il y a des spécificités aussi. Le but n'est pas de gommer, mais le but est de rappeler qu'au-delà de ces différences de façade, il y a une matrice commune. Et c'est sur cette matrice commune que l'on doit s'appuyer, sur des humanités classiques qu'on doit, à mon sens, s'établir pour être capable de bâtir un avenir qui sera beaucoup plus conséquent. Très bien. Donc, pensez-vous que les Guadeloupéens, en tout cas les Antillais, mènent leur combat pour l'égalité, on va dire? L'égalité, pas tous. Je pense qu'on se doit d'être précis aussi. Il y a partout où notre peuple est installé des gens qui résistent, d'autres qui résistent moins, d'autres qui s'adaptent à l'oppression et d'autres qui ne tolèrent pas cette oppression-là. Moi, il y a des gens que j'admire profondément en Guadeloupe, que j'admire profondément en Martinique, que j'admire profondément en Guyane, à Haïti, etc. Je fais partie des gens qui aiment évidemment les indépendantistes, je veux pas m'en cacher, que ce soit Marie-Jeanne en Martinique, des gens comme... Enfin, si je commence à tous les citer, on va faire une émission dessus, donc on va peut-être limiter. Mais j'ai une fibre qui me pousse à me reconnaître dans les personnes qui se rappellent que les Caraïbes sont dans une situation d'occupation coloniale. Penser qu'on est dans une situation normale d'île qui appartient à la métropole, entre guillemets, comme ils le disent. Si on présente les choses de cette façon, on ne s'en sortira pas. Quand tu es dans une île où il y a 95% des richesses qui sont tenues par moins de 5% de la population, je ne vais même pas citer ces personnes-là, tout le monde sait de qui je parle. Il est évident qu'on ne peut pas parler de sociétés qui sont indépendantes. C'est faux. Et je pense qu'il faut pointer du doigt ce problème-là. D'autres le font, personne ne m'attend pour ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et les indépendantistes font vraiment justement bien leur travail sur ce terrain-là, à différents endroits. Ce que j'appelle ces rois les nègres et leurs cooptants occidentaux ou autres ou orientaux. De l'autre côté, il y a le prolétariat qui représente l'immense majorité de la population africaine ou afrodescendante. Parce que c'est le même schéma qu'on retrouve in fine dans les Caraïbes aussi, quand on y réfléchit. Et j'ai envie de vous dire que on rentre de plein pied dans le rapport de classe. Je ne veux pas avoir un discours caricatural marxiste parce que le marxisme ne répond pas à toutes les questions. Et comme le disait Aimé Césaire, il arrive un moment où il y a des limites dans la grille de lecture communiste parce que la question, entre guillemets, de la race, dans son sens noble, pas dans son sens péjoratif, se doit de trouver des réponses et il ne trouve pas ces réponses dans le cadre du communisme à strictement parler. Donc, on soit capable d'apposer le rapport de l'identité. Mais c'est une synthèse de ces deux réflexions, de ces deux mondes qui nous permet justement de comprendre que c'est du prolétariat, mais pas seulement, mais aussi de ceux qui sont nés parfois dans la dite hyperclasse, mais qui en ont compris, comment dirais-je, la violence, qui en ont compris la putréfaction morale. C'est les rebelles de ces deux mondes qui, lorsqu'ils sont capables de joindre leurs forces, deviennent une force constructive qui sera capable de déstabiliser la plantation moderne. C'est dans ce cadre-là, en tout cas, qu'on essaie de travailler et d'essayer de tisser des ponts entre ces différents mondes. D'accord. Alors, on est à quelques jours de la commémoration de l'esclavage. On a pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de refus lors de la cérémonie. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que nous devons organiser nous-mêmes notre propre cérémonie de la mémoire de l'esclavage? Qu'entendez-vous par refus? Comment? Qu'entendez-vous par refus? Alors, beaucoup de personnes qui voulaient rentrer dans le parc ont été bloquées au niveau de l'extérieur et ne pouvaient pas accéder à... Alors, avec tout l'amour que j'ai, c'est pour ça que les mots sont importants. Moi, déjà, je ne comprends pas comment on peut ou on veut aller dans une cérémonie où la date n'a pas été fixée par nous autres, où les conditions justement d'existence n'ont pas été fixées par nous autres. On est dans une date qui a été fixée par le Béquet international, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le Béquet moderne, et dans lequel on est capable d'accepter des représentants des Béquets. Je pourrais citer la famille Ayo, on peut ne pas les citer, c'est pas le plus important. Et pendant ce temps, on fait comprendre à d'autres qui n'ont pas leur place là-bas. Mais pourquoi se plaindre d'être refusé dans la maison entre guillemets, du maître? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Le marronnage, ou les quilombos, si on veut aller dans des zones d'Amérique du Sud, avec nos frères et sœurs résistants dans ces régions, c'est être capable de quitter la plantation et de créer notre propre monde.
C'est ça le marronnage. Et en réalité, c'est ça la résistance, la guérilla des indépendantistes à l'époque des colonisations, qui sont rien d'autre que de l'esclavage à domicile sur le continent africain. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique d'arrêter, dès que le, entre guillemets, maître de la plantation moderne, ou le centre de gravité de l'ultracapitalisme d'aujourd'hui, dès qu'il décide de fixer une date, il faut qu'on arrête de se dire « Ah, il a fixé une date, donc ça devient notre référentiel ». Moi, sans tenir des propos essentialistes ou racialistes, le béquet ne peut pas être mon baromètre. Et l'occidental, de manière générale, ne peut pas être mon baromètre. On n'a pas de maître aujourd'hui. Notre maître, ça doit être nous-mêmes, ça doit être notre propre agenda. Donc, plutôt que de dépenser notre argent et notre force, notre énergie pour être alignés sur les desiderata de cet oligarque-là, il est nécessaire qu'on prenne cette énergie d'abord pour essayer de nous réunir entre nous, de se parler entre nous et de se mettre d'accord pour trouver des solutions qui pourront permettre en tout cas d'avoir une densité en ce qui concerne l'efficience de notre message et l'efficience de nos revendications. Mais si on est éparpillé et que les seuls qui sont capables de nous réunir entre guillemets en nous triant sur le volet, c'est le béquet moderne, on va évidemment pas s'en sortir. Très bien. En Afrique, comment ils perçoivent l'histoire de l'esclavage des Antilles? En Afrique, comment perçoivent-ils? Moi, j'habite, on va dire, un peu plus de la moitié de mon temps au Sénégal, sur une des terres où il y a eu Gorée. Donc, la Gorée, c'est évidemment une des grosses portes de non-retour. Il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que l'histoire du maître nous a rappelé, l'esclavage, c'est aussi la capture de membres de certaines familles qui sont restés en Afrique. C'est comme si vous avez un enfant, on vous vole votre enfant. Et on envoie votre enfant, vous êtes au Sénégal, on vous vole votre enfant, et on envoie votre enfant en Martinique. On l'envoie en Guadeloupe. Le schéma que le maître a voulu essayer de tracer en disant Ah, les nègres se sont vendus entre eux. C'est tellement un schéma caricatural et intellectuellement parlant limité par rapport à la densité historique de ce qui s'est réellement déroulé. Quand il y a deux tribus, deux familles qui se battent les unes contre les autres, les guerres ont toujours existé partout. Et qu'une tierce personne arrive et se dit qu'il a besoin de main-d'œuvre et qu'il est capable d'accentuer les tensions entre les tribus A et les tribus B. Et qu'il dit au chef de la tribu A, ceux que tu réussis à capturer dans la tribu B, tu me les donnes, comme ça te permettra d'avoir ton hégémonie. Eh bien, c'est des familles du même pays qui vont se voir être privées de leurs membres, de leurs maris, de leurs frères, de leurs filles, les trois quarts du temps de leurs meilleurs éléments. Et c'est l'Afrique qui saigne. Et ces meilleurs éléments sont capturés, sont mis en captivité et sont envoyés après au bagne sur la plantation que sont les Caraïbes. Donc penser que le schéma c'est l'Africain a vendu son frère, sans comprendre ce système divisé pour régner, sans comprendre qu'il y a des familles qui ont été brisées jusqu'à aujourd'hui, que l'Afrique saigne aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, je sais que j'ai de la famille à Haïti. Moi-même qui vous parle du côté maternel, je sais que j'ai de la famille au Brésil. Ma mère est de Porto Novo, qui est une capitale, qui est une ville qui a été plus que jamais habitée par la suite par des Afro-Brésiliens qui sont revenus, etc. Et d'autres même qui partaient. J'ai de la famille du côté de mon père à Ouida, pareil, bon nombre des nôtres ont été emmenés là-bas. Ce sont des membres de nos familles qui ont été arrachés. Donc le schéma qui consiste à dire l'Africain a vendu son frère, ça plaît à l'impérialisme parce qu'il a besoin de ça, de faire croire cela. Mais l'histoire est évidemment beaucoup plus complexe que cela. Après, qu'il y a eu des traîtres, il y a eu des traîtres partout. Quand vous voyez la Shoah, il ne faut pas oublier qu'il y a des familles comme les familles Rothschild qui donnaient leur train à Hitler pour que celui-ci puisse envoyer des gens dans les camps de concentration. Donc il y a eu des traîtres juifs aussi. Est-ce qu'on est en train de dire que pour cela, donc, la Shoah n'a pas été un génocide qui a touché le peuple juif dans sa globalité? Pourquoi lorsqu'il s'agit des Noirs, on essaye de ne pas appliquer pour les autres ce qu'on applique pour nous? Il faut qu'on se pose des questions. Donc ce drame-là est un drame qui nous touche dans notre chair. Quand je vais à Gorée, je me vide de toutes les larmes de mon corps. Quand je vais à Ouida, je me vide de toutes les larmes de mon corps. Et quand je vois ma sœur, quand je te vois, quand je vois les frères et les sœurs, je ne vois pas quelqu'un qui est d'une autre... Non, c'est un peuple. Quand je vais en Amérique du Sud, je vois les Afro-Vénézuéliens, je vois des frères et sœurs qui sont des membres de mon peuple. C'est ça le drame de notre peuple. C'est qu'ils nous ont fait parler toutes les langues. On a été kidnappés à la naissance. On est tous des lions.
Mais certains lions étaient élevés par des coqs, d'autres par des porcs, d'autres par des faucons, tout ce que vous voulez. De telle sorte que certains lions grandissent et ne savent même pas qu'ils sont des lions. Ils pensent qu'ils sont donc des perroquets, d'autres qui pensent qu'ils sont des hiboux, d'autres qui pensent qu'ils sont de différentes ethnies. Et ce n'est pas ça la véritable solution, à notre sens, à la complexité de ce monde. L'urgente nécessité que l'on a, c'est d'essayer de se retrouver, de se reparler, de se comprendre. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de voyager partout dans le monde, partout où nos diasporas sont. En Occident, au Moyen-Orient, en Amérique, dans les Caraïbes, bientôt, sur le continent africain, partout où je vais, j'essaie de rappeler ce message qu'il est nécessaire qu'on puisse s'unir. Parce que si on ne le fait pas, les autres n'ont pas intérêt à ce qu'on s'unisse parce qu'ils se nourrissent de notre division. Voilà. Alors, justement, comment rassembler notre peuple? Je pense très simplement que la nouvelle génération, à partir du moment où elle connaît son histoire, elle connaît son identité, parce que l'histoire en tant que telle, beaucoup, lorsqu'ils connaissent l'histoire, font de la masturbation intellectuelle. Excusez-moi la crudité de ce terme, je ne pense pas que ce soit non plus la solution. Mais l'histoire est un élément qui fait partie du puzzle. La connaissance et l'approfondissement de son identité est un élément encore plus grand qui fait aussi partie du puzzle. Comprendre quelle est la place de l'homme originel, de la femme originelle dans ce monde. Comprendre quelle est la place et le rôle historique que nous avions eu et que nous devons d'avoir aujourd'hui dans ce monde. Être capable de comprendre qui sont aujourd'hui nos amis et qui sont, géopolitiquement parlant, nos ennemis, pour savoir où est-ce qu'on est capable d'aller aussi. On ne peut pas se nourrir et comprendre notre identité si on ne sait pas déjà le monde dans lequel nous vivons. Donc, on se doit d'avoir une compréhension de la géopolitique, une compréhension de nos humanités classiques, une compréhension de nos traditions. Nos traditions nous permettent, et quand je dis tradition, je ne suis pas en train comme certains peuvent avoir cette démarche dans une partie du courant panafricain, un courant minoritaire qui est le courant de l'afrocentricité, où on va vous dire que si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes un malade mental. Moi, je n'ai pas ce discours-là, je l'ai pu l'avoir beaucoup plus jeune. Ma démarche aujourd'hui est de me dire qu'il faut retourner à la tradition, mais il faut faire preuve de pédagogie. Il faut être capable de parler à tout le monde. Mais le retour à la tradition est une nécessité. Comprendre le monde tel qu'il tourne. Être capable de comprendre la vision que notre peuple, originellement parlant, avait dans le cosmos dans lequel nous sommes. Être capable de redevenir un peuple qui a des valeurs endogènes et non pas, qui n'est pas forcément noyé dans une sphère complètement exogène. On doit être capable de se replonger à nous-mêmes. L'aliénation, c'est être étranger à soi-même. Le contraire de l'aliénation, c'est le retour à soi. Le retour à soi sans s'opposer systématiquement aux autres. Mais c'est pour ça que je dis souvent que je ne lutte pas contre la négrophobie. Je lutte pour l'afrocratie. Parce que celui qui est capable de récupérer son propre pouvoir, le pouvoir de décider de sa propre destinée, devient une entité qui n'a même pas le temps de se battre contre ceux qui ne l'aiment pas. Il se bat pour lui-même. Et en redevenant fort, il forcera, il fera en sorte que qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, on vous respectera. Le monde, c'est pas l'effet de l'amour. On n'a pas besoin de l'amour des gens on a besoin de pouvoir. Et il est temps que les afrodescendants des Caraïbes, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, peu importe l'endroit où ils sont, récupèrent le pouvoir de décider de leur propre destinée. Alors, vous parlez de pouvoir. On sait qu'il y a pas mal de familles, par exemple, dans les Caraïbes, qui possèdent des terres, mais qui ne peuvent pas les récupérer. Parce qu'il y a des exploitations, qu'elles sont occupées par la commune. Moi, je pense que l'urgente nécessité, autant en Afrique francophone, je parle de la nécessité déjà de faire tomber le franc CFA et d'être capable de lutter contre le land grabbing, qui est la récupération des terres et la spoliation de nos terres par les multinationales occidentales, autant en Caraïbes, l'urgente nécessité, évidemment, c'est la redistribution des terres. C'est quelque chose qui me paraît être d'une absolue nécessité. Je parlais tout à l'heure des béquets. On ne peut pas comprendre au XXIe siècle qu'au XXIe siècle, la majorité, l'immense majorité de nos terres soient exploitées, soit contrôlées, soit in fine possédées, parce que celui qui exploite est celui qui contrôle. Dire que telle famille a une terre mais elle ne peut pas l'exploiter, ça veut dire qu'elle ne l'a pas, parlons peu. Il faut qu'on soit capable d'avoir aussi cette grille de lecture-là et qu'on ne se laisse pas voir par la phraséologie et droit de l'homme qui nous fait croire qu'on est tous égaux, qu'on a tous les mêmes droits. Non, on n'a pas tous les mêmes droits aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable d'avoir une insurrection, une révolution, parce que l'insurrection n'est pas forcément suffisant, mais une révolution, pas forcément violente ou autre, mais qui puisse pousser les gens à mettre le doigt sur ce problème. Regardez comment ils essaient de nous caricaturer en nous disant que nous sommes un peuple de buveurs, nous sommes un peuple de fêtards, nous sommes un peuple de danseurs, nous sommes un peuple de... C'est ça qu'ils aiment voir de nous. Mais ils n'aiment pas voir le LKP.
Ils n'aiment pas voir la résistance africaine, ils n'aiment pas voir ce que nous faisons, le panafricanisme révolutionnaire sur le continent africain. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les danseurs, ils aiment coller la petite. Ils aiment, après je ne veux pas dire, on est un peuple qui aime aussi la vie, c'est pas le problème. Mais on aime la justice aussi. Il faut qu'on leur montre que, oui, on peut être la compagnie créole, mais on peut être aussi la LKP. Et les deux, peut-être, ne s'opposent d'ailleurs pas. Quand on commence à creuser, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Voilà. Que pensez-vous de la situation d'Haïti? Haïti paye le courage historique qui a été le sien. Se proclamer république face à une entité qui voulait l'avoir ad vitam assujettie. Haïti est asphyxié économiquement, asphyxié politiquement, pour la simple et unique raison qu'elle a eu l'outrecuidance de dire à l'impérialisme occidental qu'elle a le droit d'être, c'est qu'elle se doit d'être, qu'elle ne sera pas définie par l'autre, mais qu'elle sera définie par elle-même. Les autorités occidentales essayent d'étouffer Haïti parce qu'ils veulent donner un exemple à toutes les autres contrées noires en disant « si vous voulez être indépendant, vous allez ressembler à Haïti ». Et c'est ça le véritable problème. Que certaines personnes ou certaines contrées, certaines parties de nos populations soient capables d'être si effrayées vers le grand capital qu'ils finissent par se dire « ah non, on ne veut pas être indépendant parce que si c'est pour ressembler à Haïti, ça ne marchera pas ». Et remarquez ce qui se passe. Notre peuple haïtien, partout où il est installé, les 3/4 du temps, il faut qu'on ait ce courage de le dire aussi, en tout cas dans les Caraïbes, est détesté. Fait l'objet de bon nombre de moqueries. C'est-à-dire qu'on a réussi, l'impérialisme nous a tellement aliénés que ceux qui devraient être même considérés comme les plus grands résistants de notre histoire sont ceux qui sont les plus humiliés, sous prétexte qu'ils font partie d'un pays pauvre. Mais on n'explique pas les raisons de la pauvreté. On n'explique pas les raisons des perturbations. On n'explique pas les raisons des déstabilisations. On n'explique pas qu'en réalité, si élu il y a au sein de notre peuple, Haïti fait partie de ces gens qui sont élus chez nous. Parce qu'ils ont eu le courage de donner le ton à tout le monde. Il n'y aura pas de panafricanisme s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de négritude s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de Aimé Césaire et de Léon Gontran Damas s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de Lumumba même s'il n'y avait pas Haïti. Haïti est quelque chose qui est un symbole, un moteur pour nous tous. Il n'y aurait pas le petit Kémy Séba que je suis s'il n'y aurait pas Haïti. Il faut le dire. Et qu'on essaie de renverser ce qui est censé être négatif pour les autres, il faut qu'on le rende honorable pour nous autres. Parce que Haïti, sa déstabilisation, il faut qu'on comprenne le système économique, comment il marche, n'est bouleversé économiquement que ceux qui gênent à la base le grand capital. Remarquez bien que les plus grands corrompus sur cette terre, ceux qui sont le plus alignés sur l'oligarchie occidentale et qui livrent toutes leurs matières premières comme il se doit à ce système ultra-capitaliste, n'ont aucun problème en termes de contrôle de la société. La société se porte bien. Aucune déstabilisation les 3/4 du temps. Les 3/4. Mais quand il s'agit maintenant de se rebeller contre ce grand capital-là, ceux qui tiennent l'économie, je ne vais pas les citer sinon on va me faire encore des procès, mais on les connaît, ceux qui tiennent l'économie vont par un truquement seront dans une dynamique et dans une démarche de faire en sorte que on soit déstabilisé, et cela va pousser la population à se dire attendez, je ne comprends pas. Vous dites que vous gérez votre pays, mais vous n'êtes pas capable de gérer les inflations. Mais qui contrôle les inflations? Qui pousse à l'inflation? Et vous remarquerez que toutes les nations qui sont opposées à l'impérialisme occidental, d'Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, se retrouvent dans une situation où, économiquement parlant, ils sont pauvres. Il faut quand même qu'on ouvre le cerveau, qu'on commence à comprendre les raisons qui nous poussent à aller dans cette direction-là. Il n'y a pas de hasard. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut qu'on redéfinisse la question économique, qu'on redéfinisse aussi la manière dont on se doit de gérer la participation à la vie de la cité, la manière dont on se doit de gérer le rapport à l'autre, l'achat. Auparavant, on était dans une société du troc, on était dans une société de la tontine, on était dans une société de la collaboration. Quand on parle de l'économie, avant qu'eux viennent avec leur billet qui ne vaut rien, qui n'est rien d'autre qu'un outil de spéculation, on avait nous-mêmes notre façon d'acheter, de vendre, de donner. Ce troc-là dont on nous parle, et dans certains villages, dans certaines contrées en Occident, on revient aujourd'hui plus que jamais à des notions telles que celle-ci. Parce que les gens savent que tout ce qui est lié à ce satanique billet est quelque chose qui est en train de nous pousser les 3/4 du temps à nous effondrer. Alors on n'est pas en train de faire un... Il faut qu'on soit pragmatique. À l'échelle d'un État, on ne marche pas aujourd'hui dans un État simplement avec du troc. Ne soyons pas naïfs, mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait petit à petit une distance critique croissante vis-à-vis
de la manière dont l'économie est dictée par l'extérieur. Wall Street ne doit plus, il arrive un moment où Wall Street ne doit plus diriger et décider de la manière dont nous sommes capables de gérer notre économie aussi. Il faut qu'on soit capable de s'aligner et de se réorienter sur ces nations qui elles-mêmes sont en train de sortir de ce schéma-là international qui s'appuie sur un système qui lui-même est en train de montrer son effondrement. On vit la pire crise du monde moderne sur le terrain capitaliste. Il faut aussi qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que vous avez un petit message pour les Caraïbes et ensuite on va passer à la partie africaine? Le message que j'ai pour les Caraïbes, c'est que déjà, de un, je suis pressé de les voir. Pressé à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. L'autre message que j'ai à leur passer, c'est qu'il faut qu'ils tiennent debout, qu'ils continuent à résister pour ceux qui résistent, qu'ils se rappellent qu'ils sont le centre de gravité de nos efforts. Que Haïti, que les Caraïbes de manière générale, que la Guadeloupe, que la Martinique, que la Guyane, que Saint-Domingue, que Sainte-Lucie, etc. On ne va pas toutes les citer, mais que les Caraïbes de manière générale sont le plus grand espoir du peuple noir de manière globale. Ça, il faut qu'on n'ait pas de honte ou de pudeur à le dire. Il faut qu'on soit capable de le rappeler. On a besoin de vous. Le panafricanisme est né dans la diaspora. Ceux qui sont le plus confrontés à l'impérialisme ou qui ont été confrontés à l'impérialisme de la manière la plus brutale, la plus bestiale possible, c'est notre peuple qui est dans les Caraïbes. On a besoin de vous. On a besoin de votre force. On a besoin de votre génie. On a besoin de votre créativité. Et c'est avec justement cet amour et cet élan qu'on sera capable, je pense, de se transcender. Chacun doit faire des efforts de là où il est et on doit être capable de réunir nos forces. C'est ça le panafricanisme. C'est pas une idéologie qui consiste à regarder uniquement le continent. Qui dit panafricanisme dit union des africanités. Les Caraïbes, même la créolité, est une africanité même peut-être partielle puisqu'il n'y a pas que l'identité africaine qui est dedans, mais ça fait partie de cela, cette capacité de se réinventer. L'Africain, où qu'il soit, ou l'afro-descendant, où qu'il soit, est dans cette démarche. Et donc on a besoin des Caraïbes pour plus que jamais s'élever. Voilà. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est une idéologie de résistance africaine qui s'appuie sur la nécessité de s'unir du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora. On part du principe que dans le monde, seules les populations qui s'inscrivent dans la démarche du bloc sont capables de se faire entendre au concert des nations et qu'il est nécessaire en ce qui nous concerne, puisqu'on a fait l'objet quand même d'un certain nombre de segmentations lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, conférence qui a été dictée par des francs-maçons occidentaux. Il est nécessaire de se rappeler que pour transcender ces frontières artificielles, on doit se recréer, se réinventer à partir d'un patrimoine commun que nous avons, en s'appuyant sur la matrice linguistique du continent africain, en s'appuyant sur la matrice civilisationnelle du continent africain, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop, entre autres notamment, qu'on soit capable de voir les intérêts de notre continent en ne parlant d'une seule voix, en agissant tel un seul homme ou une seule femme, en agissant tel un bloc et en imposant notre voix comme la Chine a pu le faire. On voit la Chine aujourd'hui. On oublie que la Chine, c'est une addition de tribus. On oublie que quand vous voyez les États-Unis, comme leur nom l'indique, États-Unis d'Amérique, à la base, c'est une addition d'États. L'Union européenne, même si on ne veut rien avoir à faire avec leur logique d'union à eux, parce que c'est pas une union qui se fait avec le peuple, elle se fait à travers les élites. Nous, on part du principe au XXIe siècle que quand on part du panafricanisme, c'est pas simplement même une union des élites, c'est une union des masses, des sociétés civiles qui comprennent qu'elles sont les mêmes, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du subsaharienne où qu'elle soit, et même par extension au nord, où il faut bien le savoir qu'à la base, originellement parlant, nos populations étaient installées là-bas. On ne le dit pas. Et que ceux qui sont à l'image de quelqu'un comme Kadhafi, qui était un géant, ceux qui s'inscrivent dans cette démarche panafricaine, même s'ils ne sont pas noirs, sont les bienvenus dedans, parce que c'est un ensemble aussi. Et évidemment, par définition, la diaspora a plus que jamais son rôle à jouer dedans, dans ce projet du panafricanisme aussi. Donc c'est une idéologie révolutionnaire visant à transcender les blessures et le morcellement du continent qui a été voulu par l'oligarque occidental pour qu'on puisse aller dans la même direction. Voilà. D'accord. Donc, pensez-vous que c'est réalisable dans, on va dire, les années à venir, en sachant qu'on est quand même vraiment divisé? Quelle est votre méthode pour réussir dans son... Je ne pourrais pas compter le nombre de pays que j'ai fait ces dernières années, mais je pense que j'en ai fait énormément. Et je serais beaucoup moins pessimiste que vous. Mon travail à titre personnel s'appuie sur la sensibilisation des masses, des sociétés civiles, de la jeunesse. J'ai un travail beaucoup plus distancié vis-à-vis des autorités.
Je ne ferme jamais la porte à un dirigeant ou à un ministre ou à un député qui veut nous voir, qui est dans cette dynamique qui est la nôtre. Plus que jamais, le panafricanisme, il n'est pas inscrit dans les textes du panafricanisme qu'on exclut les députés ou les ministres, donc ce n'est pas le problème. Mais on ne va jamais vers eux. Par contre, on comprend que la force de motricité du continent, aujourd'hui plus que jamais, se situe à l'intérieur de la jeunesse. Et je vais faire un parallèle avec une réflexion d'un géopoliticien américain que je n'apprécie pas particulièrement, mais ça nous permet de comprendre comment la politique évolue dans ce XXIe siècle. Il y avait un certain Gene Sharp qui était un idéologue américain, conseiller de différents présidents américains, qui disait qu'au XXIe siècle, il y aura un changement, un transfert de pouvoir en ce qui concerne le centre de gravité. On passera du pouvoir qui était dans les mains des dirigeants au pouvoir qui sera dans les sociétés civiles. Et il ne disait pas ça simplement pour l'Afrique, il disait ça pour l'Amérique, il disait ça pour le Moyen-Orient, il disait ça pour l'Afrique, il disait même ça pour l'Europe. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et le génie de ces faucons occidentaux, faucons américains, c'est qu'ils ont été capables d'anticiper, dans une démarche d'analyse prospective, ils ont été capables d'anticiper que le pouvoir au sein des pays du tiers-monde ne se situera tôt ou tard plus à l'intérieur des élites, mais sera dans les sociétés civiles. Et donc, nous, notre travail, c'est un travail de corps à corps idéologique avec ces dernières, en parlant avec ces dernières, en leur rappelant cette nécessité de s'unir plus que jamais. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, ma chère sœur. Le sentiment du panafricanisme est partagé par l'écrasante majorité des jeunes, partout où on va. Ce qui bloque, c'est au niveau des élites, parce que chacun veut garder son précaré, parce que qui dit précaré dit que les dividendes qu'il tire de son sous-sol, au lieu de le partager au peuple, si on devient un État fédéral africain, il devra partager ces richesses-là avec d'autres. Donc certains ne veulent pas. Mais les jeunes ne sont pas dedans. Quand je parle avec les Burkinabés, quand je parle avec les Béninois, quand je parle avec les Sénégalais, quand je parle avec les Ivoiriens, quand je parle avec les Guadeloupéens ou les Guyanais, où qu'ils soient, ou les Haïtiens, mais ces frontières-là, nous, on sait très bien qu'on est issus du même peuple. Donc ces frontières-là sont des frontières pour nous artificielles. Nous sommes un peuple noir, un peuple originel, parce que noir, c'est une appellation qu'on nous a donnée, mais on est le peuple premier. On est le peuple ancestral. On est le peuple du départ, on est le peuple de la fin. Le peuple du commencement et le peuple de la fin. Donc à partir, pas la fin F-A-I-M, comme action contre la fin, aimerait nous le rappeler, mais le peuple de la fin F-I-N, si fin il doit y avoir, ça sera nous qui serons à cette fin-là, parce qu'après toutes les épreuves que nous avons connues, si nous sommes encore là, nous serons encore là demain. Donc c'est en prenant tous ces éléments-là en compte que l'on se dit, lorsqu'on parle avec cette jeunesse, que non, les difficultés sont derrière nous et le combat en réalité va dans un sens qui nous est beaucoup plus profitable, parce que la jeunesse est en train de se saisir d'un certain nombre de questions qui auparavant étaient prises en otage par des élites qui plus que jamais aujourd'hui se délitent. Donc il est important de continuer ce travail de corps à corps vis-à-vis de ces jeunes-là. Moi je travaille à côté de la télévision qui est mon activité principale. Je suis conférencier dans les universités. Et en étant conférencier dans les universités, ça me permet aussi d'avoir un rapport, une réflexion vis-à-vis des jeunes et du moins de les sentir, de sentir leur orientation idéologique, de sentir quels sont les problèmes et les questionnements qui sont les leurs, et de les sensibiliser sur les nouvelles formes de prédation du colonialisme. Parce que les formes d'aujourd'hui ne sont pas les formes d'hier. Aujourd'hui, la cooptation passe par les ONG occidentales. Le colon aujourd'hui vous paye des bibliothèques. Le colon aujourd'hui vous paye des bourses. Le colon aujourd'hui vous dit n'ayez pas peur, l'Occident est votre ami, alors qu'hier il y avait une attitude frontale. Donc il faut prendre considération de tout ça pour savoir plus que jamais où on va. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, dans les médias, même sur les supports publicitaires, on n'a pas forcément une bonne image, où on utilise notre image à des buts bien précis. Quelle est votre analyse sur ça? Je pense qu'il faut que même dans notre entendement, on se rappelle que ces gens-là ne sont pas une majorité, c'est une minorité, ceux qui nous présentent mal. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils le font. Il y a un rapport historique, quand on parle de la suprématie occidentale, où certains vont parler de la suprématie blanche, je préfère le terme de suprématie occidentale. Ces gens-là et la caste qui est au-dessus de ces gens-là, ce que je différencie les suprémacistes blancs d'en haut, du prolétariat d'en bas, qui parfois, certains peuvent se faire aspirer par, mais ne sont pas, pour moi, les responsables principaux de cette démarche-là. Eh bien, ces gens-là ont un rapport de prédation vis-à-vis de nous autres, et un petit peu comme le scorpion sur la tortue, ils ont besoin de piquer ceux qui leur permettent de naviguer sur la rive pour pouvoir arriver à l'autre bord, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tous les deux s'en sortir ou sortir de la mer, ou ils le croient du moins.
Ça, c'est une erreur. C'est la nature du scorpion qui est comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut que dans ce monde, et c'est pour ça que j'admire énormément la Russie. Je ne suis pas d'accord avec plein de choses que fait Poutine, il faut qu'on soit très clair. Je ne le considère pas comme un messie de quoi que ce soit. Il faut qu'on soit les messies de nos propres destinées. Mais moi, j'apprécie la multipolarisation du monde. Quand, auparavant, l'information devait être donnée, le ton était donné simplement par qui? Par CNN. C'était CNN qui disait, et les autres s'alignaient. Aujourd'hui, on va avoir un Russia Today. Il y a un autre exemple que j'apprécie pas trop, beaucoup moins, qui est Al Jazeera au Qatar. J'ai beaucoup de distance critique vis-à-vis d'eux, je le dis clairement. Il y a Press TV au Moyen-Orient, il y a Télésour en Amérique du Sud. Et je pense que nous-mêmes, on se doit d'aller dans cette dynamique-là. Moi, je travaille à 2S TV. J'étais dans une chaîne qui s'appelle Afrique Média, que j'ai quitté très rapidement parce que j'ai vu que même si les aspirations initialement étaient semblables à ce projet de grande chaîne qui donnera une autre ligne, je me suis rendu compte que la corruption était telle qu'en réalité je ne pouvais pas me retrouver dans un projet réel dedans. Donc je suis revenu à 2S TV. Quand je travaille au Sénégal, quand je travaille en Afrique francophone, je me dis aussi qu'il est nécessaire que nous, on participe à la revalorisation des nôtres. Qu'on participe aussi, plus que jamais, à une ligne directrice où on ne sera pas soumis aux autocrates comme certaines prétendues chaînes panafricaines ou autres, mais qu'on sera dans une dynamique de donner une grille de lecture qui revalorisera les nôtres, qui leur donnera une compréhension beaucoup plus dense, beaucoup plus intense du monde. Il n'y a que comme ça que moi, ces gens-là ne sont plus mon baromètre. Et j'ai envie, si je vais être taquin, j'ai envie de vous dire que qu'ils fassent et que nous, si on est dans nos programmes, on peut faire aussi, on peut leur rendre l'appareil. Il ne faut pas qu'ils oublient une chose, c'est qu'ils sont minoritaires dans le monde. Alors, vous dites qu'on peut rendre l'appareil. Quand on voit, par exemple, les clips ou des films que des Noirs vont produire, ils ont l'obligation de mettre quelques personnes européennes. Donc, on ne peut pas forcément rendre l'appareil si la plupart de nos jeunes prennent des blanches pour faire le premier rôle. En fait, ils retombent exactement dans... Alors, tu poses une question extraordinairement importante. De toute façon, tout ça que tu as posé l'était. Mais l'obligation, c'est écrit dans quel texte? Est-ce que c'est un conditionnement qu'on se fait ou c'est une obligation qui est écrite dans un texte? Il y a des films aujourd'hui, il n'y a que des blancs. Ça ne choque personne. On va voir peut-être... il y a l'expression mort dans le film parce que c'est une expression qui nous est attribuée vu qu'on est, on est toujours ceux qui mourront les premiers, les trois quarts du temps dans leur film à eux. Mais j'ai envie de te dire que cette histoire d'imposer dans des films qui sont censés parler uniquement que de nous, de mettre des blancs, c'est nous, parce que nous sommes dans cette sphère francophone, des gens complexés. Nous sommes des gens soumis à leur réalité. Aujourd'hui, la cinématographie devrait nous pousser à comprendre que dans le monde globalisé dans lequel on est, et je différencie le globalisme de la globalisation en tant que telle, aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet, vous pouvez tourner un film, vous le mettez sur YouTube, celui qui doit le voir le voit. Celui qui veut le commercialiser, il y a des moyens aussi de le commercialiser. On n'est pas obligé de passer par leur comité de censure pour faire. Mais le problème est qu'il y a un tel complexe d'infériorité qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où on ne veut pas s'assumer pour ce que l'on est. C'est-à-dire que le maître à un moment, il faut que le maître moderne, la plantation moderne, il faut qu'on arrête de le rendre plus grand que ce qu'il est. Quand je l'appelle maître non pas parce que c'est mon maître, mais c'est de manière provocatrice que je le fais, évidemment, pour le titiller un peu, parce qu'il n'est pas mon maître. Mais ces personnes-là, ces entités-là, elles-mêmes, elles veulent nous dominer. Mais il faut qu'on reconnaisse aussi qu'on a cette capacité nous-mêmes à nous auto-flageller, on a cette capacité nous-mêmes à nous mettre, excusez-moi la crudité, à nous accroupir, même quand on ne l'a pas demandé, à nous agenouiller, même quand on ne l'a pas demandé. Et donc, par conséquent, il y a un moment où, moi je vous donne un exemple très simple, ça fait, en 2016, depuis bientôt 3 ans et demi, je travaille à la télévision, dans une chaîne qui est l'une des plus suivies en Afrique francophone. Je peux vous assurer que dedans, ça ne nous empêche pas, si on reçoit tout le monde, hein, c'est pas le problème. Majorité, 99,9% d'Africains ou d'Afro-descendants caribéens ou Afro-américains, etc. Et je peux vous dire que dedans, il n'y a pas de... On parle comme on a envie de parler, on dit ce qu'on a envie de dire. Et avec Internet aujourd'hui, on est beaucoup plus suivi sur bon nombre de points que des chaînes occidentales françaises qui sont suivies en France, qui sont suivies en Belgique, mais qui n'ont aucun impact en Afrique. Donc je pense qu'il faut qu'on se rappelle que ces gens-là, ils ont un pouvoir économique, mais ces gens-là sont une minorité dans le monde. Et il y a un moment où l'argent ne fait pas tout. Et Internet leur prouve cela aujourd'hui. Internet fait que même ceux qui ne sont pas
acceptés ou validés par leur monde à eux, peuvent toucher le cœur de ceux qui leur ressemblent. À partir du moment où ils parlent un langage qui est le leur, j'en sais quelque chose. Donc il faut qu'on ait un rapport, encore une fois, là aussi, nuancé et distancié vis-à-vis de cette vision qui consiste à dire que le monde, c'est leur monde. Non. C'est leur monde à eux, mais leur vision médiatique n'est pas notre vision médiatique. On a toutes les capacités aujourd'hui pour faire plus de choses. La preuve en est qu'aujourd'hui, même ces médias traditionnels occidentaux s'alignent. Aujourd'hui, vous les voyez tous migrer vers Internet. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est sur Internet que tout se fait. Et sur Internet, que vous soyez de France 24 ou que vous soyez un simple blogueur, c'est la pertinence qui fait la différence. Ce n'est pas les moyens. Donc là, encore une fois, on en arrive à cette situation qui est qu'il faut qu'on soit capable de se questionner, capable de se remettre en question et capable de devenir le plus efficient possible et d'arrêter de voir les autres comme le baromètre. Ni bar, ni maître. En tant que tel, on se doit d'être les maîtres de notre propre destin. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que tous les pays noirs peuvent se rallier et créer une seule communauté? Alors, quand on dit communauté, on parle à quel endroit? Si tu pars sur le continent? On parle de tous les Noirs, parce qu'on sait que, par exemple, pour les Caraïbes, même si on voudrait être autonome, on a besoin de se rallier à des forces un peu plus... Bien sûr. Donc, est-ce que vous pensez que les Caraïbes peuvent se rallier à l'Afrique pour créer une... L'exemple vient d'Haïti. Encore une fois, l'exemple est donné par une nation qui est trop raillée aujourd'hui, mais qui est pour moi le plus bel exemple et la plus belle illustration de la fierté des nôtres. Haïti vient de rejoindre il y a peu l'Union africaine. Enfin, ils étaient déjà membres État consultant en tant que tel, mais là, il y a une accentuation du processus d'intégration de l'Union africaine. Haïti a compris que il peut avoir plus grand allié que ses propres frères, ses propres sœurs. Et c'est dans cette dynamique-là que l'on se doit d'aller. Et au-delà maintenant de cette sphère étatique, la société civile n'a besoin d'attendre l'aval de personne. Moi, aucun président, ma sœur, ne me dit qu'Amy, tu peux aller voyager aux quatre coins du monde, là où les nôtres sont. On essaye de faire ce que Garvey faisait il y a quelques années, mais on le fait d'une manière, à mon sens, beaucoup plus moderne, parce qu'on est prisonnier de notre temps aussi, et on le fait en bénéficiant de la compréhension de ce qui a fait que Garvey a été empêché ou a été limité dans son... Quand on dit limité, non pas lui, mais on a essayé de l'arrêter, de le stopper parce qu'on savait trop dangereux, parce qu'on savait trop grand, parce qu'on savait trop brillant, parce qu'on savait trop génial. Eh bien, on bénéficie de l'expérience de ce géant pour avancer. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on se doit d'aller. On a réussi à aller sur le continent africain alors qu'ils ont tout fait pour empêcher Garvey de le faire. Mais on est les fils de ces derniers. Ils ont voulu tuer Garvey, mais ils ne savaient pas que Garvey était une graine qui a germé, qui a donné différents fruits, dont nous sommes l'un des petits fruits. Il y en a beaucoup d'autres. On est peut-être plus exposé que d'autres, mais le travail reste le même. Voilà. Alors, on sait qui sont nos ennemis, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui sont nos amis, nos alliés? Nos premiers alliés, c'est nous-mêmes, déjà. C'est-à-dire que quand on parle d'aliénation, être étranger à soi, c'est le véritable problème. Tant qu'on ne se réconcilie pas avec notre propre identité, je reviens à ce que je disais au départ, on ne pourra pas s'en sortir. C'est un fait. Le deuxième aspect qui me paraît extrêmement important, c'est de comprendre la dimension de la géopolitique. Il y a une guerre des mondes, pas une guerre mondiale, mais une guerre des mondes qui est en train de s'appuyer aujourd'hui. Dans les années 1960, il y avait ce qu'on appelle la guerre froide. C'est venu même un petit peu après, mais c'était déjà le cas à cette époque-là. Et c'était donc le bloc soviétique contre l'Empire américain qui se faisait la guerre. Et entre les deux pôles, il y avait ce qu'on appelle les non-alignés qui refusaient de s'aligner sur les uns sur les autres. Aujourd'hui, le monde a changé. Le globalisme, le mondialisme a fait en sorte que les forces prédatrices se sont agrégées, se sont rattachées à l'oligarchie américaine, à l'hydre américain. L'Union européenne est le vassal des États-Unis. L'OTAN est une des belles illustrations, excusez-moi, de ce que peut être cette puissance globaliste-là. Et face à cette dernière, il y a un certain nombre de nations qui disent non, nous on veut être souveraines, vous n'allez pas nous pousser à accepter pour nous ce qui est valable uniquement pour vous. Et dans ces cadres-là, on va voir des nations sud-américaines, on va voir le Venezuela, même si le Venezuela d'aujourd'hui, post-Chavez, est dans un état dramatique, mais je parle du Venezuela de l'époque Chavez, on va voir la Russie, on va voir l'Iran, on va voir des pays, on peut parler à foison de toutes ces nations qui sont en train de réfléchir et d'agir d'une autre façon. Et nous disons qu'on a tellement été exploité par tout le monde qu'aujourd'hui on se doit d'être méfiant. Donc compter d'abord sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Mais il faut qu'on soit attentif à la manière dont le monde tourne. Parce
Parce que si je dois avoir un choix aujourd'hui entre les États-Unis d'Obama et la Russie de Poutine, je demanderai l'alliance d'un Poutine, à titre personnel. Et si je dois avoir le choix entre Israël et Ahmadinejad et l'Iran, enfin c'est plus Ahmadinejad, c'est Rouhani aujourd'hui, mais je choisirais l'Iran. Parce qu'il y a des gens qui résistent à un impérialisme. Mais avant de m'allier à eux, le travail de fond que nous faisons au quotidien, c'est un travail de maillage des nôtres d'abord. Parce que si on n'est pas unis entre nous et qu'on pense que la solution c'est l'extérieur, eh ben on va quitter un colon ou un esclavagiste pour aller vers un autre. En ce moment, beaucoup d'Asiatiques prennent possession d'Afrique. Possession des terres en tout cas. Voilà. Bon, qui dit possession des terres, dans 100 ans, c'est sûr, c'est sûr. On ne pourra pas revenir en arrière. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue est que ceux qui délaissent leurs terres ne doivent pas s'étonner que d'autres considèrent que ces dernières sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi je ne peux pas avoir un discours sinophobe en tant que tel, dans le sens où la nature a horreur du vide. Les Chinois viennent faire ce que les nôtres devraient faire. Prendre soin de nos terres. Quand je dis prendre soin de nos terres, moi je ne suis pas José Bové, j'ai pas envie de l'être, qu'on soit très clair. Moi je suis un analyse géopolitique, je pense qu'on a chacun une spécificité, un don, et on doit chacun y mettre du sien pour reconstruire notre continent et notre population. Maintenant, quand on parle de la protection de la souveraineté en tant que telle, il y a un travail qui doit se faire au sein de la société civile pour rappeler que ce qu'on appelle ce phénomène du land grabbing, ce rachat des terres, soit par les multinationales occidentales, soit par justement l'entité chinoise en tant que telle, bien souvent avec l'accord de nos dirigeants, c'est quelque chose sur lequel on doit être capable de rediscuter les conditions. On doit être capable de rediscuter, on ne peut pas brader nos terres. Si nos terres, on les vend à des prix qui dépassent l'entendement, même là, je vous dirais que normalement, un homme doit être capable d'être propriétaire de son propre sol, parce que si vous le laissez à d'autres, même si vous êtes riche dans l'instant, d'ici X temps, vous deviendrez esclave. Votre richesse sera la servante en réalité de votre prochain demain. Donc il faut qu'on soit capable de comprendre que le coffre-fort d'un peuple, c'est son sol. Et donc par conséquent, il est nécessaire de préserver ce dernier. Les Chinois viennent faire, il y a une excroissance chez eux, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où ils ont besoin d'étendre leur hégémonie, leur force de travail, parce que c'est plus que jamais sûr, il y a un excès de densité chez eux, et donc ils l'appliquent là où il y a des espaces, là où les gens ne font pas pour eux-mêmes ce que tout le monde fait pour soi. Et donc par conséquent, moi c'est pas le Chinois que je blâme, c'est nous autres, c'est les forces publiques, c'est les autorités publiques qui sont dans une dynamique aujourd'hui de ne pas comprendre que la souveraineté passe aussi par la protection des nôtres, la protection de nos sols, la protection de la jeunesse, être capable de fournir des emplois à cette population. Et puisque nos autorités ne sont pas capables de fournir les emplois, qu'on soit plus que jamais dans une démarche d'autodétermination, d'auto-entrepreneuriat, de se développer par nous-mêmes avec les facultés qui sont les nôtres. On est un peuple de génie. Il est temps aujourd'hui, dans les Caraïbes, en Afrique, en Amérique du Sud, partout où on est installé, qu'on mette en application ce génie pour se sauver nous-mêmes, plutôt que d'être dans une dynamique d'essayer d'aider les autres, qu'on se sauve d'abord nous-mêmes. C'est ça qui doit être le plus important, à mes yeux en tout cas. Très bien. Donc comment vos lecteurs ont accueilli ce livre Obscure Époque? Très bien. Moi, je particularise d'aimer prendre les gens à contre-pied et surtout d'écrire ce que je veux. Je me vois un petit peu comme... J'écris un bouquin comme certains vont composer une musique. Pour moi, la littérature, c'est de l'art. Et après, j'essaie évidemment, étant donné que mon combat est d'abord un combat avant tout et pour tout politique, géopolitique pour être plus global. On va vous demander où on peut vous retrouver. Vous êtes en tournée partout dans l'Europe, mais on a dit tout à l'heure, vous avez En fait, partout, hein, parce que j'étais aussi au Maroc, je vais aller aux Caraïbes bientôt, et je vais aller en Afrique aussi bientôt. Donc là, on a fait beaucoup de pays. On a fait la France, la Belgique, le Maroc, l'Espagne, l'Angleterre. On a été interdit dans un État d'Allemagne. Qui sait, peut-être qu'on y retournera. Là, on va aller en Espagne bientôt pour une alliance avec les panafricanistes hispanophones, parce qu'il faut aussi en parler. Le combat ne doit pas concerner que les francophones, sinon on reste en réalité dans une segmentation coloniale. On a été en Italie aussi. On va aller par la suite en Guyane. On va aller en Haïti. Je suis à Nantes et Bordeaux samedi 21, dimanche 22. Et après, j'irai au Sénégal. Je dois reprendre la télévision parce que j'ai pris une grande vacation là par rapport à mes bouquins. Mais c'est important aussi de tourner, de voir notre population.
il y a de fortes chances que je sois en Inde pour parler à la population, à notre population ostracisée là-bas aussi. Non pas pour lui parler de victimisation, mais pour lui parler de la nécessité de se prendre en main, de se responsabiliser, de faire preuve d'un minimum d'intellectuelle virilité. Et donc on est partout, mais aujourd'hui on peut être suivi à différents endroits. Les réseaux sociaux servent à ça. Les gens nous écrivent tous les jours. J'ai un staff extraordinaire qui répond de manière continue. On reçoit des centaines de messages chaque jour. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est historique. Et je pense que c'est le temps qui va nous rappeler qu'on est en train d'écrire. Quand je dis on, je ne parle pas de moi et mon équipe uniquement, mais notre génération, une partie de notre génération est en train d'écrire des nouvelles pages de notre histoire, de résistance. Et c'est pour ça que les autorités occidentales, je pense, voient d'un mauvais œil ce qui est en train de se dérouler, parce que l'indépendance des uns veut dire moins de richesse pour ceux qui se sont nourris du pillage des autres.